Expansion PME, propulsée par Axe Montérégie, pôle de développement stratégique. Acteur clé du développement régional qui propulse les initiatives, fait bouger les idées et crée un impact réel. Vous présente l'Axe de croissance, le balado qui vous inspire la direction, qui vous aide, vous informe et vous permet d'apprendre. À travers des intervenants de plusieurs horizons, parlons de sujets qui vous intéressent. Mon nom est Benoît Rochefort et j'ai le privilège d'aller à la rencontre d'entrepreneurs et de personnes qui connaissent leur domaine. Dans cette première série, abordons comment faire des affaires avec la Défense nationale dans le cadre des rendez-vous des PME. Édition Sécurité-Défense. Alors, mon invité pour cet épisode s'appelle Éric Sauvé. Il est président de Innovigo. Donc, bonjour Éric. Oui, bonjour à vous. On peut se tutoyer, Éric, c'est que tu en penses? Oui, certainement. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer dans le sujet un peu plus, je dirais, un peu plus crunchy de notre entrevue, Innovigo, vous faites quoi exactement? C'est quoi votre spécialité? Oui, on est une firme de consultation en défense, sécurité et renseignement. Dans le fond, moi et mon partenaire, on a créé ça. On est des anciens officiers de renseignement. OK. Moi, ancien major, lui, ancien colonel de l'aviation. Et puis, on a travaillé longtemps dans la défense, mais aussi longtemps avec l'industrie, avec la défense, dans le domaine des projets. Fait que dans le fond, ceux qui amènent leur technologie à la défense. Puis, on aime offrir des consultations aux compagnies pour les aider à naviguer le système de défense parce que c'est assez complexe. Je suis content d'avoir un expert dans ce secteur-là parce que c'est une question qui revient régulièrement. Dans le fond, comment est-ce qu'on peut faire affaire avec la Défense nationale? Puis là, le fait d'avoir un consultant expert là-dedans qui dit, ben, dans le fond, j'appelle Éric. Éric, peux-tu m'aider? Donc, je présume que tu es la bonne personne à contacter. Bien, c'est ça. On connaît le système de l'extérieur, de l'intérieur, pardon. Vous le voyez de l'extérieur, puis c'est extrêmement difficile. C'est un milieu fermé. C'est un milieu militaire fermé. On n'aime pas beaucoup nécessairement parler à l'extérieur. Parler avec l'industrie, c'est difficile. Puis l'industrie doit savoir les besoins des forces canadiennes pour pouvoir amener leur technologie. Je présentais tout à l'heure, puis je disais, vous amenez une technologie. Le militaire, il veut remplir un gap, un besoin qu'il a. Puis l'important, c'est d'amener la technologie qui va l'aider, puis aussi de développer les scénarios qui vont l'aider à comprendre. Parce que c'est une chose de présenter une technologie dans un trade show, mettons, mais c'est d'expliquer dans le scénario, soit en Arctique, en Ukraine, en Iran, en Lettonie, comment est-ce que ça s'emploie, est-ce que c'est pour la marine, l'aviation, l'armée de terre, les forces spéciales, leur donner ça dans un langage qu'ils comprennent pour attirer leur intérêt, puis en tout dernier, pas en dernier recours, mais en dernier, leur présenter exactement comment ça fonctionne. Ils veulent savoir qu'est-ce que ça va remplir comme besoin opérationnel. C'est quoi l'avantage que ça me donne? Est-ce que les technologies à ce moment-là ont un impact sur les stratégies militaires qui seront adoptées par les hauts dirigeants? Bien, de tout temps, ça a été le cas. Hein. Moi, j'ai OK. étudié en stratégie classique ici, justement, au Collège militaire. Puis la technologie, c'est souvent un pôle d'innovation pour le reste du monde, dans le fond, même civil. Les militaires cherchent toujours à avoir le meilleur avantage technologique. On se concentre sur la stratégie, sur la doctrine, sur la tactique, mais avoir les meilleurs outils, comme on voit dans la guerre en ce moment, ça aide beaucoup. Puis quand l'industrie de défense est derrière le militaire à amener ce qu'il y a mieux avec les choses les plus innovantes, dans le fond, on peut surprendre l'adversaire qui n'est pas prêt à ça. C'est le but ultime. C'est pas toutes les compagnies qui font ça. Il y en a qui sont en support. Mais on veut travailler avec le meilleur matériel pour donner les meilleurs effets sur le champ de bataille. À ce moment-là, ça m'amène à une question un peu plus cadrée. C'est quoi la place des technologies, justement, dans l'écosystème militaire? On a abordé un peu le volet stratégique, Oui. mais c'est quoi cette place-là? Une entreprise qui fait de l'innovation, là, comment est-ce qu'elle peut s'insérer là-dedans? Bien, premièrement, c'est difficile de s'insérer là-dedans, mais c'est de comprendre les utilisateurs, ceux qui travaillent sur le terrain. Souvent, on cherche à s'adresser aux dirigeants, les commandants, les généraux, mais ceux qui travaillent sur le terrain ont des besoins spécifiques. Ça peut être des besoins de collecte de renseignements, ça peut être des besoins logistiques, ça peut être dans n'importe quel domaine. Puis, c'est de comprendre qu'est-ce qui va les aider dans leur scénario à eux, et non pas dans un scénario dans une boîte fermée. Et d'écouter, de prendre contact avec ces gens-là, puis après ça, de retourner à son équipe et dire, je pense que je comprends mieux qu'est-ce qu'on peut amener pour l'aider. Parce que la technologie, comme j'ai mentionné,
dans l'histoire du monde, ça a souvent été qu'est-ce qui a amené une armée à vaincre une autre quand on est arrivé. On peut parler de l'Antiquité avec des nouvelles technologies, des nouvelles doctrines, des nouvelles façons de faire pour innover, puis atteindre l'effet de surprise qu'on recherche souvent en termes de combat. À ce moment-là, est-ce que des armées comme les États-Unis ou les grandes armées à travers le monde ont une incidence, une influence sur justement l'armée canadienne, sur justement leur désir je dirais, d'investir dans des innovations pour aller chercher un avantage stratégique? Oui. J'ai travaillé 3 ans au Defense Intelligence Agency à Washington. Régulièrement, les compagnies américaines qui gravitent autour de Washington à la défense venaient nous voir puis nous amenaient leur technologie puis voulaient savoir si ça répondait à un besoin. OK. Nous, comme Canadiens, on travaille avec d'autres pays. On travaille avec les Américains, on travaille avec les Five Eyes, c'est-à-dire l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie. C'est très important que nos technologies soient interopérables, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent selon les standards de l'OTAN, les standards des Five Eyes aussi. Quand on a une technologie, il faut comprendre l'écosystème dans lequel les militaires évoluent. On va amener cette technologie-là avec d'autres partenaires, puis ils doivent pouvoir se brancher avec nous. Fait que souvent, c'est des standards de l'OTAN, puis tout ça, c'est disponible sur Internet. Des standards en termes de comment on traite les données, en termes de comment on communique. Fait que c'est très important parce que les compagnies, souvent, ils disent « Je veux commencer avec la défense canadienne, mais j'ai des ambitions plus grandes. » Puis l'OTAN est intéressé à ce qu'on amène, mais ils veulent savoir est-ce que les Canadiens l'ont adopté, est-ce que ça fonctionne avec nous. Puis après ça, le marché, il s'ouvre de façon exponentielle. Donc, il faut commencer par chez nous. Là. Tu ne peux pas passer par-dessus l'armée canadienne pour percer le marché à l'international. Bien, c'est extrêmement important parce que l'OTAN, dans le fond, ça n'existe pas. C'est 32 nations. Il y a des symboles de l'OTAN. Il y a un QG à Bruxelles, il y en a un à Mons en Belgique, mais c'est 32 nations, c'est très politique. Fait que l'OTAN, rarement, va aller chercher une technologie autant que la Suède va aller chercher une technologie, l'Allemagne va aller chercher une technologie. La première des choses qu'ils vont demander, c'est est-ce que tu vends dans ton marché local chez toi? Puis c'est un peu dommage parce que c'est difficile de vendre au Canada. Puis il y a beaucoup de compagnies qui se lassent puis ils vont vendre aux États-Unis. C'est dommage aussi parce que les Américains sont mieux établis, ils ont plus de facilité à donner des contrats. Ce que je dis souvent aux compagnies, c'est tu peux y aller, mais persévère de grâce parce que les Canadiens ont besoin aussi de ta technologie. Essaye de vendre à nous parce que depuis ce qui est arrivé dans la dernière année, il y a un sentiment de patriotisme un peu au Canada. Les gens veulent aider. Je sens que les compagnies veulent venir aider la défense canadienne. Puis c'est extrêmement positif. Moi, ce que je dis à la défense, c'est démêlez-vous pour que les compagnies puissent vous aider parce que les gens sont là. Les gens, ils ont du dual-use technology, puis ils se disent peut-être que ça pourrait servir à la défense. Souvent, les jeunes pousses, ils ne comprennent pas la défense. Ils arrivent à moi et ils disent je pense que ça peut servir à ça. Moi, ce que je fais, c'est que je leur dis non, c'est intéressant, mais ça peut peut-être servir plus à ça ou à ça. On va développer des scénarios en fonction, est-ce que c'est un produit pour la marine, pour l'aviation? Puis on va chercher aussi à savoir, dans ces chaînes-là, qui est responsable de combler ce besoin-là, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, puis pour aider, pour qu'après ça, l'entreprise arrive avec un outil que la défense fait « Oh, mon Dieu, ça remplit le besoin que j'ai pas nécessairement exprimé. » À ce moment-là, est-ce que c'est plus facile pour une entreprise de s'insérer dans la chaîne d'approvisionnement ou d'aborder directement la défense? Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné que c'est un milieu quand même assez fermé, sur une certaine strate, Oui. et que c'est difficile de s'y insérer. Alors, ça serait quoi la meilleure façon? Il y a quelques façons de faire. On peut essayer de vendre à la défense, ce qui est très bien, mais c'est un processus long et ardu, je ne le cache pas. Ou si on a une technologie très niche, on peut essayer de la vendre à un prime qu'on appelle un plus grosse compagnie qui, eux, ont le chemin tout tracé pour avoir les contrats. Puis ils disent, ta technologie va s'insérer dans mon écosystème qui s'insère dans l'écosystème des forces. Évidemment, tout le monde essaie d'aller directement avec la défense, puis je les encourage à le faire. Mais encore une fois, quand on est jeune, c'est peut-être un peu difficile. C'est peut-être plus facile de commencer avec une première technologie, travailler avec un prime, travailler avec le civil aussi, dual use, pour pouvoir garder des contrats en place. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ils sont sur le bord d'avoir un contrat, mais ça prend trop de temps. Ils doivent laisser partir leur ingénieur, leur technicien, leur programmeur. Puis là, le contrat arrive, puis ils n'avaient pas les reins assez solides pour continuer. C'est vraiment un milieu qui est difficile,
Mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, comme l'Agence d'investissement de défense, la stratégie industrielle de défense aussi, pour établir un réel partenariat et non pas arriver avec une surprise, avec un besoin à la dernière minute, puis les compagnies nous disent, si je l'avais su il y a 5 ans, j'aurais fait de la recherche et développement pour arriver à vous aider. Oui, parce que l'adoption d'une stratégie défense, c'est intéressant parce que ça a aussi une incidence sur le développement économique. Oui. Parce que les entreprises vont devoir justement s'y investir et ça va créer, en fait, ça va y apporter de l'argent, ça va amener de l'eau au moulin. Justement, dans ce contexte-là, l'entreprise qui dit, ben moi, là, je suis, tu sais, mettons, ça fait 25 ans que je suis en opération, ça va bien, j'ai mes clients dans le milieu civil. Si elle décide justement de dire ben je vais approcher le milieu de la défense, il serait quasiment mieux de faire un partenariat stratégique avec une entreprise qui, elle, a déjà tous les standards, tous les liens, toute la collaboration. Sur le plan stratégique, ça peut être aussi plus bénéfique de faire un partenariat stratégique à ce niveau-là? C'est une option tout à fait parce que les grosses compagnies, tu sais, comme ici, Rheinmetall, Logistique Unicorp, eux, ils ont leur chemin très bien tracé vers la défense. Ils savent comment faire. Ils savent comment comprendre la machine administrative. Pour une jeune pousse, c'est peut-être plus facile. Évidemment, les jeunes pousses veulent tous devenir des futurs Rheinmetall et Logistique, mais ils peuvent le faire en temps et lieu aussi. Mais souvent, d'obtenir un premier contrat avec une grosse compagnie, ça te donne les reins plus solides de dire j'ai une ligne d'opération avec ça, j'ai mes gens qui développent d'autres choses, puis je peux par la suite m'essayer. Moi-même, comme consultant pour la défense, je passe par d'autres compagnies aussi souvent parce que je ne suis pas assez gros pour attendre le gros contrat. Éventuellement, en grossissant, on veut tous, évidemment, faire affaire directement avec le milieu militaire. Mais tu sais, on parle de stratégie beaucoup, mais tu sais, en affaires, c'est comme être à la guerre. C'est que tu veux gagner des parts de marché, tu veux développer ton entreprise. Souvent, quand on enseigne la stratégie à l'université, c'est souvent abordé dans cet axe-là, parce que tu veux conquérir justement, tu veux être le premier. Ça me parle en tant que stratège militaire. Mais tu sais, en affaires, c'est la même chose. Puis tu sais, c'est sûr que le tabou en fait, de dire on fait des affaires, et ainsi de suite, avec les forces, en fait, je trouve qu'il faut qu'il tombe. Parce que, puis d'ailleurs, le fait d'avoir moi je peux dire ça, cette stratégie industrielle-là qui change tout, je pense. Parce que c'est pas tout de dire on va avoir un soutien aux entreprises, mais là, c'est de savoir aussi qu'on est capable de dire, ben écoute, si on se protège pas, on va se faire conquérir dans un certain sens. C'est intéressant, la stratégie, parce que l'important, c'est d'avoir une mission puis une vision vers où on veut s'en aller. Donc, si j'ai une vision, mettons, à 5 ans, 10 ans ou à long terme, le chemin pour se rendre n'est pas nécessairement droit. Et le chemin est parsemé d'embûches et d'opportunités. Parfois, on peut dire, je vais tenter d'ouvrir cette porte-là, on avance. En termes militaires, on ne renforce pas la défaite, on renforce le succès. Si vous essayez une avenue puis ça ne fonctionne pas, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez d'autres choses. Si vous essayez seul, ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller avec un prime. Si vous essayez une certaine technologie, ça ne fonctionne pas, rajoutez pas de l'argent sur la technologie, adaptez-la selon les besoins. Puis c'est très important parce que si on ne sait pas où on veut aller, on ne saura pas comment se rendre. T'sais. Fait que c'est important de savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut obtenir, puis de saisir les opportunités. Moi, j'aime beaucoup le terme carpe diem, de saisir l'opportunité, de voir ça, c'est intéressant. Maintenant, je l'essaye. Je n'avais pas prévu. Nous, j'enseigne l'analyse alternative, puis on fait en anglais ce qu'on appelle des SWOT analysis. C'est les forces, les faiblesses, les opportunités, puis les menaces. Puis de voir, il y a une opportunité qui vient d'ouvrir, je dois me lancer dedans, même si ce n'était pas dans mon plan, parce que ça m'amène à long terme au point où je voulais me rendre. Là, encore une fois, c'est important d'établir le point où on veut se rendre aussi. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs, c'est quand même, il y a plusieurs éléments pour que ça soit efficace aussi. Mais j'aime ton approche stratégique de la chose. D'ailleurs, j'aimerais t'entendre sur le fait de dire, ben, je suis une PME, puis je voudrais rendre ma technologie crédible. Comment est-ce que je vais faire pour rendre ça crédible auprès des forces? C'est vraiment de travailler avec les utilisateurs au plus bas niveau qui vont l'utiliser. C'est eux qui vont dire à la chaîne de commandement, j'aime beaucoup qu'est-ce que cette compagnie-là fait. Il y a beaucoup de compagnies qui développent des drones, des capacités de collecte. Je reçois des tonnes de briefings et je leur demande, c'est quoi qui rend ta technologie vraiment intéressante? Parce que j'en ai vu 10 drones. C'est quoi le petit plus que tu peux amener? Est-ce que tu es interopérable dans tes standards?
est-ce que c'est testé? Je vais te donner un exemple intéressant. Je travaillais en biométrie pendant longtemps, puis c'est la capture de scan de l'iris, reconnaissance faciale. Une compagnie me présente son outil pour capturer. J'ai dit, est-ce que c'est ruggedized en anglais? Est-ce que celle-là, c'est de la solidité du terrain? Il me dit oui. J'ai l'appareil dans les mains. J'ai dit, si je le lâche maintenant, est-ce qu'il va survivre au choc? Non. J'ai dit, il n'est pas prêt pour le militaire. Parce que cet appareil-là, premièrement, il n'est pas camouflé. Deuxièmement, quand je vais avoir collecté, je vais le lancer dans le fond du truck en arrière pour le ressortir au prochain point. Il faut comprendre l'écosystème dans lequel on travaille. C'est comme ça. Il faut que ton outil soit prêt, que l'utilisateur dise « j'ai pas peur de l'échapper ». Donc, la compréhension de l'usage. Complètement. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est un peu se projeter en disant, puis un peu comme tu viens de mentionner, le drone, là, quand ils vont l'utiliser, là, peu importe où c'est qu'il va être, il va peut-être se ramasser dans la boîte, il va se faire brasser. Pas mal. Donc là, il faut qu'il soit résistant, il faut qu'il soit solide, il faut que je sois capable de le recharger. Parce que dans la situation réelle, tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas, là, on parle de drone, mais je sais pas, moi, tu te ramasses sur le terrain, puis tu as des bottes, puis les bottes sont pas imperméables. Puis la personne, il faut qu'elle passe une semaine dans le bois. Écoute, elle peut bien être super chaude. Si elle n'est pas imperméable, elle ne passera pas le test. C'est un peu ça. J'ai commencé comme fantassin, c'est exactement le problème de base. Bon. On me donne une paire de bottes, ils ne résistent pas à l'eau. Je me dis, qui a pensé à ça à Ottawa? Pourquoi ils ne sont pas venus nous voir, nous, qui avons les deux pieds dans la boîte? T'sais? Exact. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que NextDev développe une capacité de tester ces choses-là. Je vais donner un exemple bien simple. Si tu me dis que ta courroie supporte une pression de 100 livres, on va la tester à 100 livres et à 110. Si elle pète avant, il y a un problème. T'sais. Fait que vraiment de comprendre les besoins, mais même mesurables. Est-ce que c'est résistant à l'électromagnétique? Est-ce que c'est résistant à l'eau? Est-ce que c'est ci? Fait que c'est de comprendre qu'on est dans un environnement, on peut être déployé dans le sable, dans l'eau, on peut être déployé dans la neige. Fait que de se mettre dans la mentalité d'un utilisateur qui ne va pas nécessairement prendre soin, encore une fois, en situation de combat, l'appareil il va se faire brasser, puis c'est le test ultime que nous, on veut lui donner. Ça peut fonctionner dans les bureaux, mais ça ne fonctionne pas. Oui, c'est ça. C'est quand même une ligne sur le plan technologique. T'sais, on parle de crédibilité. Qu'est-ce qui peut rendre crédible? Ça veut dire, là, on pourrait dire, les tests d'usage, les tests, les tests techniques. Tests utilisateurs aussi, c'est ça. Exactement. Donc, c'est comme, fais-moi la preuve que, parce que, veux pas, les technologies, quand elles sont utilisées, notamment quand les troupes sont déployées, il y a une question de sécurité, une question d'avantage. Je veux mentionner ça, c'est super intéressant parce que je travaille avec les Américains. Il y a une cellule qui s'appelle, en anglais, le Joint Rapid Acquisition Cell, acquisition rapide. Eux, ils ne travaillent pas avec l'armée, la marine, l'aviation, mais ils travaillent avec les gens déployés. Okay? Puis le commandant, le général qui commande ça, me dit, le seul test, Eric, que je le fais, là, c'est est-ce que ça va tuer mon soldat? Okay? Je veux l'envoyer le plus vite possible aux gens qui vont l'utiliser. Je ne veux pas que ça tue mon soldat. C'est un peu sarcastique, l'humour militaire, mais je veux qu'il puisse l'utiliser sans se blesser. Puis il va revenir me dire, ça fonctionne à 72 %, il manque ça, ça, ça. Puis c'est ça que les compagnies doivent faire, c'est d'essayer de trouver le gars ou la fille qui l'utilise, puis ils disent, c'est bon, mais il manque quelques affaires. Une autre chose que je veux mentionner aussi, on veut des outils simples qui n'ont pas une grosse charge cognitive. Des outils qui ont 300 boutons, puis je peux juste en utiliser 10 parce que je suis vraiment familier avec les 10. Ça peut être bon, mais il faut comprendre que l'utilisateur, il va servir vraiment des choses principales. Oui, puis, tu sais, encore là, on se projette, là. Mettons que tu as des bombes qui sautent, là. Il faut que tu l'utilises en situation d'urgence. Simple. Non, mais c'est parce que quand c'est simple, c'est parce que le facteur de stress amplifie, fait en sorte que, tu vois, là, moi, dans le balado, j'ai 3 boutons. Pourtant, j'ai plein d'options sur ma console, mais j'utilise 3 boutons. Mais c'est bien d'avoir toutes ces options-là, il faut les mettre aussi, mais de manière efficace. 90 % du temps, tu peux travailler avec les 3 boutons. Et voilà. Puis ça, c'est exactement le meilleur exemple à utiliser. Puis quand tu tombes en mode stress, parce que là, c'est pas pire, on est ensemble avec l'équipe, tout ça. Au début, j'étais plus stressé, là, je suis plus familier. Mais si j'avais 100 personnes, puis que là, il faut que je fasse un live, c'est tout autre. Fait que, bref, j'aime ce qu'on se dit, Eric. Justement, sur le plan des entreprises, qu'est-ce que tu pourrais... on a parlé de crédibilité. Ça serait quoi les étapes à suivre
Parce que là, je veux utiliser un peu ton expertise là, pour diriger les entreprises qui se disent, moi, là, OK, j'ai entendu plein de choses jusqu'à date dans les autres épisodes qu'on a abordés. On sait que ça prend du temps. Oui, il faut faire le test de crédibilité. Là, on a parlé des tests techniques, tout ça, puis de comment établir la crédibilité de nos produits. Mais c'est quoi les étapes à suivre? On t'appelle en premier? Éventuellement, oui, mais 2 choses de base. De comprendre les besoins puis d'être innovant. Puis de comprendre les besoins, les compagnies n'ont pas la chance d'aller en exercice ou en déploiement. Mais regardez qu'est-ce qui se passe en Ukraine, regardez qu'est-ce qui se passe en Iran. C'est la guerre de demain. Nous, on le regarde. Nous, on dit, oh, ils utilisent ça. Quand ils ont pris Maduro au Venezuela, ils ont fait une frappe électronique, ils ont détruit les systèmes, dans le fond, de manière électronique. C'est hyper important. On sait que ça va s'en venir comme ça. Quand l'Ukraine a commencé, on a vu les drones sont partout. On l'avait anticipé, mais peut-être pas à ce point-là. Il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées. Si les compagnies s'intéressent à ça, ils vont comprendre les besoins, puis ils vont arriver avec quelque chose d'innovant, disant « Je le sais que mes compétiteurs t'amènent ça. Moi, voici ce que je t'amène. » Il y a le plus, il y a l'interopérabilité. On l'a testé, on a travaillé avec des utilisateurs. Là, tout de suite, ta crédibilité, elle vient de monter, comparativement aux autres. Parce que j'utilise des drones, parce que tout le monde se lance dans les drones, c'est normal. Mais quand on passe d'une station à une autre, mettons à CanSec, le gros show, on ne se rappelle pas nécessairement de chacun des drones qu'on a vus, mais on dit OK, lui, il avait une capacité de collecte que les autres n'avaient pas. Misez sur vos forces. Mes compétiteurs, ils ont 800 km d'autonomie, moi, j'en ai 1000. Mes compétiteurs, ils ont une limitation pour la bande passante. Moi, j'ai moins de limitations. C'est là qu'on ressort du lot, puis les gens font comme, avec toutes les cartes d'affaires que j'ai ressorties, celle-là m'a intéressé. Aussi, tu sais, moi, je suis un gars qui est assez coloré. Faites en sorte qu'on se rappelle de vous. Faites en sorte qu'on dit « Ah, ça m'a intéressé, j'ai envie de parler avec ces gens-là. » Fait que le rapport humain, le rapport disant « Tu sais, j'ai pas déployé comme toi, mais je comprends qu'est-ce que tu vis. J'ai parlé avec des spécialistes. Je comprends qu'est-ce qui se passe. Puis je pense qu'on a une technologie qui peut vous aider. » Ça joue pour beaucoup, le rapport humain en business. C'est vraiment intéressant, Éric, ce que tu abordes, en tout cas dans ton approche. Écoute, je t'amène, on va jouer un petit jeu ensemble, ça te tente-tu? Est-ce que c'est tout le monde en parle, la question qui tue, non? Non, je ne fais pas dans ce registre. La boîte à astuces. Donne au suivant en partageant ton meilleur truc. Donc, Éric, on vient d'ouvrir la boîte à astuces. Oui. C'est simple. On donne le meilleur truc que tu connais aux PME. Puis là, c'est sûr que tu as déjà abordé certains éléments. Mais ça serait quoi ton meilleur truc que tu pourrais dire aux PME? Ben, on va sentir que je me répète, mais c'est vraiment de comprendre le besoin. Puis la présentation que j'ai faite tantôt, j'ai dit, c'est pas d'amener une technologie, c'est de dire, j'amène quelque chose qui répond à ce besoin-là, puis éventuellement, je t'expliquerai comment elle va fonctionner. Mais là, les gens disent, oh, j'ai un gap, j'ai un trou. Moi, je joue au football, OK? J'ai un trou dans ma défense. Il y a un trou là, puis toi, tu te dis, je vais le bloquer. Ah, ça m'intéresse. Là tu as retiré mon attention. Après ça, comment tu vas le bloquer? C'est important. Mais c'est quoi que tu fais? Amène-moi pas quelque chose que tu veux essayer de vendre parce que toi, tu trouves excitant. Excite-moi, dans le fond. C'est une nuance tellement importante de ce que tu viens de dire. C'est pas parce qu'on trouve ça bon que c'est bon pour. Non. C'est vraiment une nuance intéressante. Puis il y en a qui vont éviter de perdre du temps peut-être. Mais quoi qu'il y a peut-être des opportunités, parce qu'il y a une chose que moi je retiens de notre entrevue. Tantôt, tu as dit, c'est quand même difficile d'avoir accès aux besoins. Complètement. Tout à l'heure, en fait, je dis tout à l'heure, mais dans les autres enregistrements, il y a des intervenants qui ont parlé justement des événements où la défense mentionne leurs besoins, ainsi de suite. Donc, ça, je pense, c'est des bons moyens. C'est que tu en penses pour aller chercher de l'information, surtout quand tu n'as pas de réseau encore dans ce milieu? Exactement. Il y a le CanSec, le gros show de défense annuel qui a lieu en mai à Ottawa. J'ai dit au monde, j'ai dit, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. C'est important parce que là, vous allez avoir toutes les partenaires, les adversaires aussi. Vous allez voir qu'est-ce qui se fait. Il y a le CAF Outlook, Armée, Aviation, Air Force, va venir vous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils vont vous le dire, peut-être pas au niveau de détail que vous voudriez, mais ils vont vous dire, j'ai des problèmes de logistique, j'ai des problèmes de collecte, j'ai des problèmes de communication, j'ai des systèmes de frappe, j'ai des choses. Là, après ça,
il faut faire ses devoirs aussi. Ben oui, il faut savoir lire entre les lignes, je pense, dans ça. Là, parce qu'il creuser. faut être conscient que sur le plan stratégique, les forces, ils ne donneront pas toute leur information. C'est normal. Là, non, exactement, parce qu'on ne veut pas non plus montrer nos gaps à l'ennemi. Tout à fait. Mais on est capable d'admettre, parce que l'ennemi le sait de toute façon, mettons qu'on n'a pas de défense antiaérienne, mettons, puis qu'on a besoin de développer ça. Fait que là, c'est aux compagnies de dire, moi, j'avais un outil, défense antiaérienne, c'est assez précis, mais moi, j'avais un outil, je travaillais avec une compagnie qui travaille avec des drones, puis il est spécialisé dans l'Arctique, il a combiné ça ensemble. Des drones dans l'Arctique, c'est pas les mêmes besoins qu'un drone dans le sable. C'est le froid, la distance, ça va jusqu'à la lubrification des outils souvent et tout. Mais je suis un spécialiste de l'Arctique, puis je vais te le dire que le mien, il fonctionne à moins 70 parce que je l'ai testé dans un milieu nordique. Puis je suis confiant que si on va ensemble et on va le tester, que ça va fonctionner. J'ai pas des craintes, je l'ai déjà fait. T'sais. C'est bon. Hey, Éric, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu dans notre balado. Merci. Je te souhaite une bonne continuation. Écoute, super intéressant. Au plaisir de te reparler. Merci, à une prochaine fois. C'est bon, une prochaine fois. Cet enregistrement a été fait au Collège militaire royal de Saint-Jean. Merci à tous nos partenaires et aux nombreux participants. Pour avoir accès à toute notre programmation et nos activités, visitez expansionpme.org dans la section Activités ou, pour l'ensemble de nos projets, axemontérégie.org. Au nom de toute l'équipe, dans ce monde en continuel changement, nous vous souhaitons bonne innovation.